Le blog La Vie en Mauve vous présente le podcast Les Soignants Nomades. Alors actuellement, je suis sur mon bateau au port de Marseille. Ah, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Tu vis à l'année sur ton bateau? Pas à l'année, mais quand même, cette année, ça doit faire presque 9 mois dans l'année. Ouais. Donc c'est un peu ma maison. D'accord. C'est des contrats à chaque fois de 3 mois et demi en général. D'accord. Je varie entre le bateau et un peu partout dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Les Soignants Nomades, 2e saison. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des Soignants Nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Exercer la profession d'infirmière sur un bateau est un rêve que bon nombre d'entre nous cultivons secrètement. Parcourir les océans et traverser la terre entière tout en pratiquant les soins infirmiers, c'est le quotidien d'Hélène qui travaille depuis plusieurs mois pour une compagnie maritime qui propose des croisières d'expédition aux particuliers. 7 ans après avoir travaillé dans un service de soins intensifs de cardiologie dans l'Est de la France, elle se décide de postuler auprès d'une célèbre compagnie maritime sur les conseils de sa cousine naturaliste dans la même compagnie. Aujourd'hui, elle alterne sa vie professionnelle entre un poste sur les bateaux de croisière et un poste sur les îles isolées de Polynésie française. De l'Antarctique aux Seychelles en passant par l'île de Pâques, elle revient pour nous dans ce nouveau podcast des Soignants Nomades saison 2 sur les particularités de ce poste qui lui permet de voyager aux 4 coins du globe tout en travaillant. Quel est son quotidien à bord? Quelles sont les compétences demandées pour travailler sur un bateau de croisière? Faut-il une formation particulière pour travailler en haute mer? Quel est le salaire d'une infirmière qui travaille sur les bateaux de croisière? Toutes ces questions, on les a posées à Hélène pour en savoir plus sur son métier à bord et pourquoi pas impulser des vocations. Travailler comme infirmière sur un navire d'expédition, c'est parti! À la base, t'es originaire d'où? À la base de Strasbourg. Strasbourg, ok. Et donc, sinon, tu habites à Marseille? Là, pas en fait, tout. le bateau, pas du tout. J'étais en train de m'installer en Polynésie française. Ah ouais. Là, pour l'instant, c'était un petit peu grillé par rapport au Covid. Ouais. Mais du coup, en fait, j'étais sur le bateau quand il y a eu la crise Covid et on a dû rapatrier le bateau jusqu'au port de Marseille. Donc, on est parti de l'Antarctique en passant par l'Afrique du Sud et on a rapatrié le bateau pendant 1 mois jusqu'à Marseille. Ah ouais, gros périple. Donc là, c'était pas du tout la destination qui était prévue. On devrait être aux Seychelles, là. D'accord, ouais, c'est pareil, en effet. Bon, du coup, pour revenir à la base de ton projet, t'es diplômé depuis quand, toi? Alors, moi, j'ai été diplômée en 2010. 2010, Ouais, d'accord. j'ai fait mon école à Strasbourg. Et t'as commencé de suite à ce poste-là, du coup, d'être infirmière un peu nomade sur les bateaux de croisière? Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait 7 ans en soins intensifs cardio à Strasbourg. D'accord. C'est une expérience qui est clairement nécessaire avant de faire ce type de poste. Ouais. Du coup, j'étais hyper contente d'avoir ça comme expérience parce que ça m'a appris à vraiment énormément de choses. Et du coup, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les bateaux. Comment cette opportunité, elle s'est présentée à toi, en fait? Alors, comment dire, je m'étais retrouvée après une rupture amoureuse. J'étais en fauteuil roulant suite à une chute en escalade. D'accord. Et ma cousine qui est guide naturaliste, elle revenait d'un contrat qu'elle avait fait sur ce bateau. Ouais. Donc elle rentrait de l'Antarctique. J'étais dans ma chaise roulante, elle me montrait les manchots, les baleines. Ah ouais. Et j'étais du coup hyper jalouse forcément. Je dis oh là là, mais c'est génial d'avoir un boulot comme ça et de pouvoir voyager partout. Ouais. Et du coup elle me dit il y a une infirmière sur le bateau, t'as qu'un postuler. Et moi je savais pas du tout qu'il y avait ce genre de poste qui existait. Ouais. Donc en 3 jours ils ont reçu ma lettre de motivation, mon CV, j'ai posé une dispo. C'était un petit peu long pour avoir des réponses et tout. Ouais. Mais en insistant un petit peu, ça a bien marché. Et je suis partie quelques mois après. D'accord. Avec un premier contrat qui a commencé à Tahiti. Donc c'était pas trop mal pour commencer. Pour commencer, ouais, il y a pire, ouais, j'avoue.
Du coup, c'est vrai que moi, je savais pas du tout que ce genre de poste existait. Moi, j'avais toujours été en hôpital, dans une espèce de peu de routine et un au poste final, plutôt je savais classique, pas voilà, je savais pas qu'il y avait des postes comme ça qui existaient. Pour moi, il fallait vraiment s'installer quelque part pour, par exemple, s'installer en dom-tom pour pouvoir visiter un peu d'autres choses. Mais au final, il y a plein d'opportunités sympas à En faire. effet. Ouais, d'accord, ok. Et comment ça marche alors du coup? C'est un poste à plein temps, à mi-temps? Est-ce que tu travailles toujours à l'hôpital ou tu fais vraiment que ça? Du coup, c'est un peu en fonction de ce qu'on veut. C'est à chaque fois des CDD. C'est selon nos dispos, donc on peut très bien cumuler avec un autre travail. Donc là, moi, actuellement, je cumule avec un travail dans le même type en Polynésie, dans des postes isolés. D'accord. Et du coup, on peut très bien cumuler avec, je sais pas, du libéral ou des CDD à terre normaux. Et c'est selon nos dispos. Donc là, moi, j'ai choisi de pas mal enchaîner. Je fais souvent 3 mois et demi de contrat. Je prends 1 mois, voire 2 mois de vacances. D'accord. En général, je travaille pas parce que j'ai envie de vacances. Et du coup, après, je repars. Ok, d'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et Et après, ouais, à vas-y. choisir 6 mois d'affilée en vacances, c'est vraiment très modulable. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une liberté qui est assez exceptionnelle parce que moi, je serais pas prête, par contre, à revenir à 5 semaines de vacances par an. Ça me semble Pas beaucoup. faisable. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi, du coup, selon toi, les qualités, les compétences qui sont demandées pour être infirmière, du coup, sur un bateau de croisière? Je pense qu'il faut quand même un bon bagage de base. Disons que mes 7 ans de soins intensifs cardio m'ont clairement aidé. Parce qu'il y a quand même donc on travaille vraiment seul avec un médecin dans des zones isolées. Ouais. Donc il y aura personne pour nous aider. Et le médecin, c'est pas lui qui va poser une perfusion, une sonde urinaire ou des choses comme ça. Du coup, il faut être clairement autonome au niveau des soins techniques. Ouais. Il faut avoir quand même une certaine aisance dans les soins en général. Après, il faut savoir parler anglais. Alors, c'est pas un anglais courant ou un anglais médical tip-top qu'il faut forcément, mais il faut pouvoir se faire comprendre, car les passagers et les membres d'équipage sont très souvent anglophones. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, tout ce qui est vraiment soins d'urgence, réanimation. Il peut y avoir des grosses urgences avec pas de possibilité d'évacuer le blessé. Ouais. Donc, moi, je conseille, ce qui est demandé souvent, c'est au moins 2 ans de urgence, réanimation, soins intensifs, choses comme ça. Après, ça, c'est pour le côté vraiment pro. Ouais. Pour aussi pouvoir travailler en binôme avec un médecin. Donc, c'est quand même un peu particulier. On n'a pas forcément toute une équipe et puis il faut s'entendre avec le médecin. Il y a quand même des tâches administratives assez impressionnantes aussi dans chaque métier. Et après, il y a le côté un peu social où on est un peu la maman du bateau. On va devoir prendre un peu soin de l'équipage, faire une partie un peu sociale. On va faire des formations. Ah oui, d'accord. Il y a le côté proximité aussi. On n'est jamais, au final, on peut pas être trop solitaire si on fait ce travail. Ouais, parce qu'on est toujours avec des gens. Ouais, tout le temps. Et on n'aura pas forcément une cabine seule. Donc, moi, ça me convient parce que j'aime pas la solitude, mais on est toujours un peu sollicité. On a toujours une radio, un téléphone sur soi et donc les gens comptent souvent sur nous. Ouais, d'accord, ok. Et j'ai vu qu'il y avait une formation particulière pour pouvoir travailler sur ce type de poste. Oui, effectivement, ça s'appelle le CFBS. D'accord. C'est un certificat de formation de base à la sécurité. Donc, c'est propre aux navires en général. Par exemple, si on veut travailler sur un yacht ou sur un ferry, ça va être la même formation. D'accord. Okay. Formation qui dure 1 semaine. Donc là, elle est financée par la compagnie. Et du coup, il y a du médical, il y a de la lutte contre l'incendie, de la piraterie, tout ce qui est survie dans l'eau, avec les canaux de sauvetage, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est sur 6 jours. Ah, c'est 6 jours. Et c'est très dense. Et du coup, on se retrouve avec autant des commandants, des cuisiniers, des serveurs qui vont travailler dans les yachts. Il y a vraiment de tout. Donc c'est très intéressant comme formation. Et elle est nécessaire et obligatoire avant d'embarquer. Avant d'embarquer, oui. Et cette formation, tu l'as fait, il y a plusieurs endroits qui la dispensent en France? Oui, en général, je crois qu'il y a Lorient, Nice, Marseille. Les autres coins, je sais pas trop. Mais il y en a quand même régulièrement. D'accord, ok. Et
Juste avant ça, tu me parlais du coup du rapport que tu avais avec le médecin. Le médecin qui travaille avec toi, il est français? Oui, c'est forcément un médecin français. Ouais. Qui est censé être médecin urgentiste. C'est pareil, ça tourne aussi, j'imagine. C'est pas toujours le même. Oui, ça change très régulièrement. Moi, j'ai jamais travaillé avec le même médecin. Eux, ils font des contrats un petit peu plus courts de 2 mois. D'accord. Donc, en général, sur un contrat, on a 2 ou voire 3 médecins différents. D'accord, ok. Et tu me parlais aussi des soins techniques. Tu disais qu'il fallait être à l'aise avec les soins techniques. C'est vraiment des choses qui arrivent fréquemment? Alors, je peux pas dire que ce soit des choses qui arrivent fréquemment. Moi, je suis un petit peu chat noir. J'ai eu des grosses urgences. D'accord. Il peut y avoir des journées très calmes, comme une journée où on réanime quoi, et on est tout seul. Ouais. C'est-à-dire, ça a été quoi pour toi la plus grosse urgence, par exemple? Moi, c'était un petit peu délicat parce que j'ai eu 2 cas un peu compliqués. J'ai un collègue de 25 ans qui a chuté depuis le pont 7, donc c'est tout en haut du bateau. Il est tombé. Il a fait une chute de 25 mètres contre le sol, donc polytraumatisé. Là, j'étais toute seule. Le médecin n'était pas du tout là, donc j'étais toute seule à gérer un polytraumatisé avec le SAMU chilien qui a mis 1 heure à arriver. Et il était encore inconscient, mais il respirait. Donc c'était pas évident. Ouais. Donc là, faut vraiment rester calme et faire ce qu'on peut. Bon, il a pas survécu le pauvre, mais ouais. Et puis j'ai un autre collègue aussi de 25 ans qui a fait un problème cérébral, donc une hémorragie cérébrale devant moi en soirée. Pareil, on l'a réanimé. Juste le médecin et moi. Souvent, ça arrive quand on est au milieu de rien et qu'on peut pas du tout évacuer. Mon tout premier contrat, 2e semaine, un passager qui a fait un infarctus au milieu de l'Antarctique. Et il y avait une tempête de neige, on pouvait pas faire venir l'avion militaire. Donc, il y a eu 2 jours de navigation pour rentrer à Ushuaia. Voilà, j'étais contente d'avoir fait des soins intensifs avant. Ouais, ça dépend où tu te trouves, quoi. C'est-à-dire que il y a des moments où il y a pas possibilité d'évacuer, alors. Il y a des moments où c'est pas possible, effectivement, selon la météo, selon l'endroit où on est. Par exemple, l'Antarctique, je crois 800 km entre Ushuaia et l'Antarctique. Il n'y a pas d'hélicoptère possible. Il y a seulement un avion militaire, mais si la piste est complètement gelée, s'il y a une tempête, c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Et très souvent, les gros problèmes, on n'a pas pu évacuer rapidement, en tout cas. D'accord. Parce que le navire en question va dans des endroits vraiment isolés. D'accord. On parle d'expédition. Et du coup, souvent, pareil, j'avais aussi un monsieur qui s'était déboîté la hanche. C'était au milieu de Kimberley, c'est une région en Australie, pardon. D'accord. Pareil, là, on a dû réduire sur place. On a fait une petite anesthésie générale dans le bateau et parce que c'était trop loin pour en hélicoptère, il n'y avait pas assez d'autonomie. Donc voilà. Après, il y a des petites urgences, on va dire des troubles du rythme, des fractures plus ou moins compliquées, des entorses. Ça, il y en a, on va dire régulièrement, mais ça dépend en fait. Il y a des contrats plus ou moins calmes. Ça dépend des passagers aussi, des membres d'équipage. Tu parlais d'expédition, mais sinon tu peux aller sur n'importe quel coin du globe. Oui, le bateau va vraiment quasiment partout. Il y a plusieurs bateaux dans la compagnie. Et du coup, il va autant en Polynésie, il va en Arctique, en Antarctique, en Papouasie, en Patagonie, en Méditerranée, en Afrique. Enfin, il va quasiment partout et c'est plus souvent dans des zones un peu isolées. Un peu isolées, ouais, d'accord. Combien de temps il y a une durée à peu près moyenne d'une croisière? Les croisières, elles varient entre 1 semaine à 25 jours, la plus grande. Ouais. Et les passagers, des fois, ils peuvent enchaîner les croisières, parce que c'est rarement des boucles. Donc, il y a des fois des passagers qui restent 2 mois sur le bateau. Et ton temps de travail, il est organisé ou c'est vraiment en fonction de ce qui peut arriver, ou t'as vraiment des tâches qui sont répétitives? Tu parlais beaucoup d'administratif, par exemple. Ouais, alors il y a des journées types, mais ça va vraiment dépendre si on est en navigation, si c'est une journée où on est en croisière excursion, donc ça va être plutôt par exemple, si on est en Méditerranée, en Grèce, et qu'on va visiter des musées et tout avec les passagers. Parce qu'en fait, on doit à chaque fois accompagner les passagers pour toutes les sorties. Ah, d'accord. Donc, on alterne avec le médecin. Donc, ça, c'est top parce qu'on voit plein de choses. Donc, il y a ce type de journée-là, on va aller plutôt en ville, par exemple, marcher en ville, faire un musée, aller dans un marché avec les passagers. D'accord. Aller faire un resto avec eux, rentrer. Il y aura toujours, en fait, les horaires de consultation qui seront gérés soit par le médecin, soit par l'infirmière, selon qui est à bord.
Parce qu'il y a toujours le médecin à bord et l'infirmière à terre. Ah, d'accord. Et du coup, il y a toujours 3 heures de consultation dans la journée. Ah, ok. D'accord. Autrement, il y a toujours des petits boulots à faire pour la gestion sanitaire du bateau. Donc, ça pourrait être des contrôles d'eau, l'hygiène de l'équipage, contrôler la température de la morgue. C'est un peu glauque, mais. Ouais, t'as pas le choix, il faut le faire. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça. Il y a de l'oxygène sur le bateau, le matériel à vérifier, l'inventaire. Toujours encore un inventaire. On adore faire ça. Voilà, c'est vraiment gérer le stock, le matériel qui est à bord, son équipage. Et voilà. Et du coup, les journées vont vraiment dépendre du type de navigation. Par exemple, des fois, on fait des journées en mer, donc là, on peut se permettre de plus avancer nos tâches administratives. Et après, quand c'est des croisières type expédition, par exemple, on va aller en Antarctique, on va aller faire une rando près d'un glacier, on va voir des manchots, on va faire du zodiac à travers les icebergs. Ouais. Et là, on est toujours dehors. Donc, on passe quand même, en général, une bonne moitié de la journée dehors. Ouais. Et ensuite, on rentre à l'hôpital, le médecin peut sortir, du coup. Et nous, on prendra, du coup, en charge soit les blessés de la journée, les consultations. Donc, les blessés, c'est assez rare chez les passagers, mais l'équipage peut se blesser facilement, vu qu'il y a des travaux manuels, il y a des cuisiniers qui se coupent souvent avec les couteaux, des brûlures, des choses comme ça. Ton environnement de travail, comment il est organisé? T'as des lits d'hôpital, t'as tout le matériel à bord? Alors, on a quand même 4 lits d'hospitalisation. D'accord, ok. On peut aussi isoler une personne si, par exemple, si on avait un cas de Covid à bord, on pourrait l'isoler. Ouais, ok. Après, on a donc la salle de consultation. Donc, on a un brancard avec tout le matériel de consultation. On a tout un laboratoire. Donc là, on va pouvoir faire toute la biochimie, les analyses d'enzymes cardiaques, la numération, tout ce qui est petit laboratoire pour les tests d'eau. On a aussi même une machine, un alcotest, parce que c'est obligatoire en mer de pouvoir tester l'équipage. Ok. Ensuite, on a un appareil de radio. On a 2 respirateurs. On a, qu'est-ce qu'on a? Un échographe. Un stérilisateur. On a beaucoup de choses. On est, je crois, dans les hôpitaux les mieux équipés en Europe, il me semble. Ah ouais. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel. On a, bien sûr, plus seringues, scopes, des brancards éditroyables. D'accord. Des choses comme ça. Ok. Et la biochimie, comment ça se passe alors? Qui c'est qui l'a fait? Qui l'analyse? C'est moi qui fais, du coup. Ah, c'est toi qui fais. Okay. Ouais, on est vraiment en autonomie complète. Donc, on a des petits appareils très pratiques qui marchent plutôt bien. Et du coup, il suffit de prélever, de mettre quelques gouttes dans une petite machine, et puis ça marche tout seul. Et toi, personnellement, t'as du temps libre à bord quand même, un peu? Oui, on est dans les postes où on a quand même peu de temps, parce que c'est vrai que la moyenne de temps de travail sur le navire, c'est quand même de 10 à 12 heures par jour, donc ce qui est quand même pas mal, 7 jours sur 7, il n'y a aucun jour off. D'accord. Nous disons qu'on va avoir une plage horaire très longue de travail, mais c'est on va dire du temps assez loisir, parce qu'on va aller se balader en zodiac, faire une rando, ça. Donc on doit par contre être tout le temps joignable, radio, téléphone, 24 heures sur 24. D'accord. Mais c'est vrai que le soir, en général, mes journées commencent à 8 heures le matin, et le soir vers 19 heures, j'ai terminé en général. D'accord. Après, ça va toujours dépendre si c'est toujours les croisières expéditions ou pas. Si on est en mer, ça va être un peu plus calme. Ouais. Des fois, il y a des expéditions la nuit. Enfin, tout est assez variable. Il y a des journées qui sont à rallonge, et d'autres qui sont un peu plus cool. Mais en général, on n'a pas à se plaindre au niveau des horaires. D'accord, ok. Ouais, et du coup, ça fait des grosses journées quand même, parce que j'allais te demander comment t'occupes ton temps libre, mais je pense que tu dois être crevé à la fin de la journée. Et quand même... le soir, on dort bien quand même. Après, il y a quand même, avec l'équipage, on fait quand même des soirées. On a un petit bar pour l'équipage. Après, il y a des soirées très sympas, mais il faut quand même toujours rester joignable et opérationnel. Donc, c'est des soirées avec très peu d'alcool ou sans alcool. C'est des fois un petit peu frustrant, mais bon. Ou voilà, sinon il y a des fois des soirées jeux, des films.
D'accord. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup la vie en communauté comme ça. Ouais, c'est bon parce que les gens viennent un peu de partout, donc c'est intéressant. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que l'équipage, du coup, il est pas que français. Alors, on a en général les officiers qui vont être français. Et après, on a beaucoup de Roumains qui sont plutôt en machine. Sinon, beaucoup de Philippins, d'Indonésiens qui sont plutôt dans l'hôtellerie. Et on a des gens un peu de partout. On a des danseuses, on a des chanteuses, on a une équipe au spa. Ouais. Et puis, les officiers, enfin, les gens, ils viennent de plein d'univers différents. Donc, c'est assez intéressant. Et en tant qu'infirmière, c'est top parce qu'on est hyper neutre. On fait pas partie d'un département particulier. On est un peu l'ami de tout le monde, donc c'est plutôt agréable, quoi. C'est quoi pour toi l'endroit le plus fou que t'as eu l'occasion de voir ou que t'as pu visiter? Alors, c'est assez compliqué comme question parce qu'il y en a eu énormément. Ouais. Parce que j'ai bien vadrouillé déjà, mais je pense que ça va rester. C'était pour mon premier contrat, c'était l'Antarctique. Ah ouais. C'était vraiment mon premier voyage très loin, et puis c'est très très difficile à expliquer quand on n'y a pas été, mais c'est vraiment grandiose, silencieux, on se sent tout petit. Il y a des animaux de partout, des baleines qui sautent, des manchots partout, des otaries. Ah ouais. Enfin, on se sent tout petit et on se sent clairement pas à notre place. Et c'est vraiment hyper intéressant. Après, on se sent des fois un peu coupable aussi parce que effectivement, il y a quand même un réchauffement climatique assez important. Hein. On se rend compte que les glaciers reculent, que ouais, tu le constates ça, tu le vois quand même. Souvent donc on a des naturalistes aussi à bord, donc qui font des conférences sur le climat, sur les animaux. Ils me montrent les années précédentes, le même glacier qui a reculé de 7 kilomètres. Enfin, c'est des choses assez impressionnantes. Ouais, carrément, ouais. Donc des fois il y a un petit côté on se sent un peu coupable, mais c'est intéressant de voir tout ça. D'accord, ok. Et après, il y a eu tellement d'endroits dingues avec des observations animalières souvent assez folles, quoi. Des fois, je me souviens l'été dernier, j'étais en Arctique à 6 heures du matin, le commandant nous a tous réveillés. Il y avait un ours sur la banquise, mais qui était juste à côté du bateau, on l'entendait respirer. Et c'était un ours polaire magnifique, c'était assez dingue. Ouais, j'imagine, ouais. Qu'est-ce qui te plaît finalement avec ce poste-là, avec ce travail-là? Tout. Bon, déjà clairement le voyage, hein, parce que ça faut pas le cacher. C'est pas du tout une routine. J'aime bien aussi le travail en autonomie, en binôme avec un médecin, parce qu'on peut s'organiser un petit peu comme on veut. Et puis clairement c'est enrichissant, même si les journées vont pas être forcément très palpitantes parce qu'il y aura pas des urgences tout le temps. Si on est très intéressé, on peut vraiment apprendre beaucoup. Moi, je suis tombée sur des médecins vraiment formidables qui m'ont beaucoup appris. Disons que je sais suturer, je sais ausculter des poumons, des oreilles. Et ça m'a aussi aidé du coup à avoir mon poste en Polynésie où je travaille en télémédecine maintenant. On n'apprend pas à être médecin, mais on apprend quand même vraiment à aller un peu plus loin que ce qu'on nous demande à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai pas aimé ce côté où on exécute et on réfléchit moins. Là, on travaille vraiment ensemble, on réfléchit ensemble et je trouve ça plus intéressant. Je parle un petit peu de la pandémie Covid, là, mais ça s'est passé comment pour toi? T'étais où, du coup? Alors, du coup, quand ça s'est déclaré, on était au niveau de la Géorgie du Sud, donc c'est une île subantarctique. Entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud. Donc, on était en train de naviguer, on avait nos passagers depuis très longtemps. C'était une croisière qui durait 25 jours. D'accord. Donc, on n'avait pas du tout, on savait qu'il n'y avait pas encore le virus en France quand il y a eu ça. Du coup, on savait que les croisières allaient être probablement annulées, mais on savait pas. Enfin, c'était très très flou. Donc, on a continué à naviguer. La première escale qui était prévue avant l'Afrique du Sud, c'est une petite île qui s'appelle Tristan da Cunha. Qui a été annulée, on n'a pas eu le droit de débarquer. Et après, on est rentré en Afrique du Sud, on a pu débarquer tous nos passagers. On a eu du bol de pouvoir les débarquer parce que le lendemain, c'était fini, c'était fermé. Ah ouais, d'accord. Donc eux, ils sont rentrés comme prévu. Et nous, du coup, au lieu de se diriger vers les Seychelles, Madagascar et tout, on a rapatrié le bateau jusqu'à Marseille. D'accord. Pendant 1 mois. Donc
disons que on était un peu dans une bulle parce qu'on savait qu'on était sûr de pas avoir le Covid à bord, vu qu'on était parti déjà depuis un mois. On était en Antarctique avant, donc voilà, il y avait pas de. Et bon, après, on a quand même pris les précautions de prendre la température à tout le monde, ça, mais on n'a vraiment eu aucun cas. Donc toi, t'es resté du coup sur le bateau pendant les deux derniers mois en fait? Oui. Ben du coup là, on est arrivé au quai à Marseille à peu près en mi-avril. Ouais. Et ben là, je m'occupe maintenant de 2 bateaux qui sont au quai à Marseille. Ouais. Et il y a plus de passagers, il y a à peu près encore une centaine de membres d'équipage par bateau. En Polynésie, tu m'as dit que tu faisais quoi? De la télémédecine? Du coup, je suis comment dire, dans une équipe mobile. On fait plusieurs postes isolés, donc d'accord. Ça inclut un bateau là-bas. Il y a une île où il y a un milliardaire qui a une villa là-bas. Okay. Et là, par contre, on est vraiment très loin. S'il y a un pépin, c'est 4 heures pour avoir un avion. Donc là, on travaille en télémédecine, donc je suis seule sur l'île. Ouais. J'ai une petite mallette de télémédecine hyper pratique. Et puis du coup, en cas de problème, j'appelle le médecin. On peut faire une espèce de visioconférence. Et on a tout un matériel hyper adapté. D'accord, au cas où. Je trouve que c'est vraiment l'avenir un peu de notre profession. Ouais, c'est pas mal, on se sent un peu plus autonome. C'est plus intéressant. Okay, ouais, et puis sinon, il y a encore un petit dispensaire. Enfin, il y a plein de postes différents, donc c'est assez sympa. On tourne dans plein de postes. D'accord. On en reparlera peut-être une prochaine fois, tiens. C'est hyper intéressant. Et pour terminer, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même boulot que toi, qui souhaiterait postuler sur un bateau de croisière aussi? Alors, je peux que encourager ce travail. Ouais. En tout cas, faut travailler un peu l'anglais avant de venir pour être sûr d'être à l'aise. Ouais. Toi, t'avais fait des trucs particuliers, toi? Non, j'ai pas embarqué avec un niveau très élevé. Mais c'était pas forcément évident au début. Du coup, maintenant, je me débrouille mieux. Ouais. Mais c'est quand même important de pouvoir se faire comprendre parce qu'on est quand même amené à faire des formations en anglais aussi aux membres d'équipage. Donc, oui. Okay. C'est quand même important. Et puis les passagers, faut quand même pouvoir leur expliquer correctement les choses. Pareil, quand on va devoir, si on doit faire une Evasan, je sais pas, en Amérique du Sud, on va devoir parler en anglais. Donc c'est quand même important. Après, il faut avoir quand même confiance en soi, se sentir autonome. Faut se sentir bien dans sa tête parce qu'un bateau c'est particulier. Si ça va pas dans sa tête, à bord, ça ira pas du tout. les émotions sont un peu décuplées. Ah, d'accord. Donc si on est content, on est très content. Mais si on est triste, on est très triste. Ouais, d'accord. Donc faut pas forcément fuir en allant sur un bateau parce que ça peut être compliqué. Faut être prêt à être dans des tout petits espaces. Ma cabine, elle fait 9 mètres carrés. Ah ouais. Donc je la partage. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut tenter. Je pense qu'il faut tenter, mais il faut quand même savoir où on met les pieds et pas non plus foncer tête baissée. Ouais, d'accord. Après, il y aura sûrement des questionnements par rapport au mal de mer. Oui, exact. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, même aux marins. Oui, ça, c'est normal. Enfin, c'est pas une honte. Moi, j'ai eu le mal de mer en commençant. D'accord. Après, il y a plein de petites techniques pour éviter de l'avoir. Et puis, en général, au bout de 3 jours, ça passe. Après, quand il y a une tempête, la dernière fois, on avait eu des creux de 9 mètres. Wow. Voilà, ça commence un peu à revenir. Mais faut pas se fermer par rapport au mal de mer parce que c'est quelque chose qui va passer au fur et à mesure des premières journées. Et autrement, je pense qu'il faut quand même tenter l'expérience, mais faut être sûr d'être à l'aise avec les soins techniques, à l'aise avec la communication, en étant en binôme avec un médecin. Ouais, on est quand même un peu autonome, donc faut pouvoir compter sur soi. Je peux encourager les gens à venir parce que c'est des expériences vraiment exceptionnelles. Ouais. Moi, j'ai vécu là, mais en 2 ans et demi, des partages aussi de dingue avec les membres d'équipage, des paysages que je pourrais jamais me payer. Ouais. Et même financièrement, le salaire est pas forcément mirobolant, mais moi par exemple, j'ai plus de maison, plus de frais à terre, j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Ouais. Donc je vois très peu d'inconvénients dans ce boulot. Donc on peut encourager les gens
à venir. Cool. Et tu t'es déjà fait peur? Enfin, t'as déjà eu peur? Est-ce que j'ai déjà eu peur? Non, pas franchement. Après, il y a des alarmes la nuit où on doit être opérationnel tout de suite. Forcément, ça met un petit coup d'adrénaline. Non, après moi, il m'en faut plus. Ok. Et donc aujourd'hui, t'es complètement épanoui dans ce que tu fais. C'est pas une activité que tu vas raccrocher de sitôt. Bah, en fait, c'est un petit peu une drogue, donc c'est ça là qui est problématique parce que une fois qu'on met le pied dedans, par contre, ça, c'est à savoir. C'est dur de lâcher. Et je sais pas trop comment je vais réussir à sortir de là parce que c'est vraiment hyper intéressant mais on peut pas forcément faire ça toute sa vie. Pareil, si on est en couple et tout, ça me paraît un petit peu compliqué. C'est compliqué, ouais. Bah, c'est quand même des contrats de 3 mois et demi. Après, la distance, sachant qu'il n'y a pas forcément un réseau internet correct, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis hyper épanouie. J'ai encore envie de découvrir les autres destinations qu'on peut faire, de voir les nouveaux bateaux. Et à bord, je te l'ai pas demandé, mais il y a tout le confort nécessaire. Tu m'as dit donc du coup connexion internet et tu manques de rien, quoi. Connexion internet, c'est très limite. Hein. C'est limite, d'accord, ok. Alors là, c'est bien parce qu'on est en France, on a la 4G, mais sinon au milieu de l'Antarctique, c'est très très limite. On peut envoyer une photo de temps en temps et c'est 1 heure par jour. On est limité à 1 heure par jour. D'accord. Okay. Et au final, ça fait vraiment du bien de couper un peu avec Internet. Aussi, ouais, ça permet de se déconnecter un peu. On passe au final des vraies soirées où les gens ne sont pas collés à leur téléphone. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu. C'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier. Dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple. C'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.